Bienvenue dans le 21e numéro de votre émission littéraire Préface. Je rappelle que cette émission est diffusée en télé, la chaîne 23 de CanalSat, 11 de la TNT, mais aussi en radio sur les fréquences 96, 101, 103.2 MHz. De même que vous pourrez retrouver l'émission sur YouTube. Un peu d'histoire. La Guadeloupe présente cette particularité d'avoir plusieurs écrivaines. Selon Marie Scondé, que l'on ne présente plus, tant son œuvre est considérable, la parole de ces femmes ne manque pas d'intérêt et de complexité. La littérature antillaise est souvent caractérisée par une quête identitaire. Cette problématique est en lien avec la notion d'aliénation qui découle de l'histoire tragique de nos régions. Pour l'écrivaine et conférencière martiniquaise Suzanne Dracius, auteure notamment de L'autre qui danse, de Exquise déréliction et de la pièce de théâtre Lumina Sophie dite Surprise, cette quête identitaire se présente double. Tout d'abord en tant qu'antillaise et en tant que femme. Ces propos sont extraits de l'article « La femme dans la littérature antillaise », auteur, personnage, critique, par Thierry Hernandez. Toujours pour Suzanne Dracius, la femme antillaise est doublement marronne. Son évasion est le marronnage littéraire de tout antillais qui écrit, mais il est augmenté du marronnage féminin, celui de toute femme qui entre en littérature dans un tel contexte, en osant braver les interdits liés à sa condition de femme, en combattant les préjugés et les idées reçues dans sa communauté. La littérature antillaise a pris naissance dans un contexte de colonisation dont le patriarcat est le fondement. Très souvent, la voix des femmes, leur écriture, ont été marginalisées car analysées et interprétées par ce même système patriarcal. Dans un entretien, Marie Scondé explique pourquoi, selon elle, le message et le style des écrivaines antillaises diffèrent de ceux des écrivains. Elle dit ceci, en parlant donc des auteurs antillaises. Elle parle d'elle-même, de la difficulté qu'il y a à être femme dans les Antilles, des rapports compliqués qui existent avec les hommes, de l'image souvent négative et toujours ambiguë qu'on a d'elle. Toujours d'après Marie Scondé, il semble que les femmes s'intéressent à des choses qu'on appelle intimistes et qui en fait sont des problèmes de société. Elle parle beaucoup des problèmes de couleur, des rapports avec les hommes et les enfants. L'auteure que nous recevons aujourd'hui, Tania Lucéa, semble aller, elle aussi, dans le sens de Marie Scondé. En effet, elle a écrit un livre dans lequel elle donne la parole à des femmes, 9 précisément. Le titre de cet ouvrage est « Les femmes de nos vies ». Je vous invite à l'écouter parler de son premier manuscrit. Bonjour Tania. Bonjour Laure. Alors, peut-être que tu as déjà eu l'occasion de voir l'émission. J'aime à dire que j'aime bien tutoyer mon invité et qu'en plus, il s'agit d'une conversation. D'accord? Ça me va. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, et nous dire aussi, selon toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'écriture? Depuis quand tu écris? D'accord. Alors, je suis Tania, j'ai 36 ans. Je suis mère de famille. Initialement, je suis infirmière de formation. D'accord. Voilà, donc j'ai travaillé pendant presque 15 ans à l'hôpital, notamment en pédiatrie, surtout avec les enfants. Et aujourd'hui, je me suis un petit peu reconvertie, je suis en train de changer ce parcours-là. D'accord. Voilà, et sur ma route, donc également la naissance de mon premier livre. Alors depuis quand j'écris depuis tout le temps en vrai, depuis petite. J'écrivais surtout plutôt des poèmes quand j'étais jeune. Après à l'adolescence, j'ai eu l'occasion, un peu comme toutes les jeunes filles, de tenir des journaux intimes, etc. Donc l'écriture a toujours eu une grande place dans ma vie. Chose que j'avais un peu mise de côté dans la vie d'adulte, le travail, les enfants, la maison. Voilà, on prend moins le temps pour soi. Et j'ai réellement renoué avec l'écriture il y a un peu moins d'1 an. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais dire, comme beaucoup d'autrices que je reçois, que l'écriture est quelque chose qui sauve la vie?
En tout cas, l'écriture est quelque chose qui permet de se retrouver profondément, de se mettre face à soi-même. Donc, est-ce que ça sauve la vie? Ça dépendra probablement de la personne qui écrit et de ce qu'elle a à dire, mais en tout cas, ça permet de se retrouver, ça c'est sûr, et de se regarder vraiment, c'est ça. Donc, alors, pourquoi ce livre? Les femmes, alors je vais le montrer à la caméra. Pourquoi ce livre, Les femmes de nos vies? Qu'est-ce qui t'a poussé? À qui s'adresse-t-il et pourquoi? Pourquoi ce livre? Parce qu'on a tous et toutes des femmes de nos vies, forcément, parce qu'on évolue avec des hommes aussi, mais souvent avec beaucoup de femmes quand même autour de nous. On est d'une femme, n'est-ce pas? Donc au départ, forcément, il y a au moins une femme. Et à la base, ce livre n'était pas un livre, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, c'était vraiment ma réconciliation avec l'écriture. J'ai commencé à écrire pour moi. D'accord. Et j'ai eu envie d'écrire ces histoires-là parce que j'ai la chance, comme peut-être beaucoup, mais on ne le sait pas toujours, d'être entourée vraiment de femmes exceptionnelles qui vivent des histoires puissantes pour moi. Ce sont des femmes du quotidien, mais qui dans leur combat ou dans leur processus de vie, en tout cas, sont fortes, font preuve de force, de résilience, et elles m'ont inspirée, simplement. Donc, en voulant renouer avec l'écriture, j'ai pensé à elles, et j'avais écrit ces histoires-là pour moi. Elle ne savait pas que j'écrivais ces histoires-là. D'accord. Voilà. Ce sont des personnes de mon entourage, mais je n'ai pas dit au départ. J'ai vraiment écrit, moi, dans mon coin, pour me faire plaisir, pour un peu revenir dans une bulle de bien-être, comme je disais, me retrouver moi, face à moi. D'accord. Et puis quand j'ai fini les chapitres, j'ai eu envie qu'elles les lisent, les chapitres. Donc je leur ai envoyé à chacune leurs chapitres respectifs. Et en fait, de leur réaction après la lecture, et puis moi, du cheminement que j'en avais fait au fil de l'écriture, je me suis dit que peut-être ça valait le coup que d'autres personnes lisent ces mots-là, parce que des fois on croit qu'on est seul à vivre des choses, chacun dans son coin, un petit peu sans oser en parler, sans avoir des fois la voix pour le dire. Et je me suis dit que peut-être ça ferait du bien, même à quelques personnes, hein, qu'importe, j'étais pas partie sur un objectif précis. D'accord. Mais en tout cas, je me suis dit qu'importe le nombre de personnes qui le liraient, peut-être ça ferait du bien. Que ça trouvera un écho. Exactement. Alors, est-ce qu'il s'adresse essentiellement et uniquement aux femmes? Pas du tout. Alors, il s'adresse à tout le monde. J'ai des lecteurs, j'en ai beaucoup moins forcément, mais j'ai des lecteurs aussi. J'ai des retours d'hommes qui l'ont lu. Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de... Moi, j'aimerais bien savoir parce que les femmes de nos vies... Là, tout de suite, j'ai en mémoire une réaction d'un homme qui m'a dit « Eh ben, on pâté ça dans tes cafés, ça doit être tout ça misère. » Donc, on vous le dit. Donc, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que... Alors, il y a des hommes aussi qui sont très bien, il y en a beaucoup, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont blessées et les hommes, des fois, ne comprennent pas pourquoi ou pourquoi on a ces réactions-là en tant que femme, etc. Et de lire ces histoires-là, ils se rendent compte un peu, en tout cas, ils touchent du bout du doigt de ce que c'est, ce que ça peut être. Toutes ces problématiques, ouais. C'est ça. Donc, alors, est-ce que tu te reconnais dans ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, quand Suzanne Dracius dit que l'écriture des femmes antillaises est une écriture marronne, non seulement parce qu'on échappe, on tente d'échapper à cette aliénation, mais surtout en tant que femme, on cherche à sortir des carcans dans lesquels quelque part notre éducation nous tient enfermés. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Oui, complètement, mais au-delà de l'écriture, je pense qu'aujourd'hui, être une femme antillaise, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est trouver sa place et prendre sa place en tant que femme et en tant que femme noire. Donc c'est vrai que c'est un peu... je dirais, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais on a un peu double peine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'émancipe en tant que femme, mais il faut qu'on s'émancipe aussi en tant que personne noire. Donc on a des carcans, comme tu disais, on a des cases où on nous a mises pendant longtemps, de par ces deux aspects de qui nous sommes. Tout à fait, exactement. Alors, comment t'es venue l'idée
de ce titre. Alors moi, les femmes de nos vies, moi j'y ai vu comme une forme de clin d'œil à l'expression classique, la femme de ma vie, et là, les femmes de nos vies. Est-ce que tu as pensé à justement cette expression-là, la femme de ma vie? Complètement. Alors au départ, j'ai pensé l'appeler les femmes de ma vie. D'accord. Au départ, c'était ça le titre pensé, parce que c'est ce qu'elles sont. Ces femmes-là, ce sont bien les femmes de ma vie à moi. Mais parce que je pense qu'effectivement, tout un chacun peut se reconnaître dans ce livre, dans ces chapitres-là. Et puis pour les hommes, tu as dit quelque chose d'important, c'est vrai que le livre n'est pas adressé aux femmes. Et pour le coup, les hommes, ils ont aussi des femmes de leur vie. Et je voulais que ça parle à un maximum de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt cette tournure-là. Mais effectivement, nos vies. Parce que ça peut parler à n'importe qui, ça peut être la vie de n'importe qui. Et donc, je pense qu'avec cette tournure-là, on se l'approprie encore un peu plus. Est-ce que tu as pensé que certaines femmes pouvaient trouver comme une forme de guérison à travers cet ouvrage? Alors, en tout cas, c'est le dessin un peu que j'y avais mis. C'est-à-dire que quand je me suis dit, comme je te disais tout à l'heure, si même quelques femmes peuvent le lire et se sentir moins seules, c'est un peu cet esprit-là. Alors, peut-être pas de guérison, mais en tout cas de les sortir un peu peut-être de ces croyances où je suis seule, où je vais jamais m'en sortir. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que j'ai eu certaines des femmes, quand elles ont lu leur chapitre, elles m'ont dit, mais Tania, quand je relis ça, parce qu'il y a des histoires qui datent d'il y a 20 ans. D'accord. C'est ça, il y a des histoires qui sont plus récentes, mais il y a des histoires qui datent d'il y a 20 ans. Et elles m'ont dit, mais quand je relis, d'arriver à relire sans m'effondrer, sans être complètement écroulée, je vois aussi le chemin que j'ai fait. C'est pour moi une forme aussi d'acceptation de ce qui s'est passé et du chemin que j'ai parcouru. Et je me suis dit, si peut-être d'autres femmes peuvent lire ça et se dire que oui, c'est possible, oui, on peut avancer, même si aujourd'hui c'est difficile. Tout à fait. Eh bien, j'aurais gagné. J'aurais tout gagné. Alors justement, à travers cet ouvrage, tu fais une série de portraits. Tu en fais 9. Même si après, apparemment, tu laisses la possibilité au lecteur ou aux lectrices d'ajouter elles-mêmes des portraits, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu cela. Alors, pourquoi tu commences par la mère? Alors moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, donc il y a pas mal, il y a 9 femmes, hein, donc on va peut-être pas tout dire, mais en fait, il y a 9 portraits, mais tu commences par la mère. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas quelque part une forme classique de la représentation de la femme dans nos sociétés? Est-ce qu'on n'a pas tendance à associer automatiquement femme à mère? Pourquoi tu as commencé par le portrait de la mère? Alors je dirais pas ça dans ma démarche en tout cas, mais pourtant tout commence par la mère. C'est plutôt ça. Plus que la femme est associée à la mère, mais d'une façon ou d'une autre, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, tout commence par la mère, puisqu'on est de notre maman, quoi qu'il arrive de toute façon. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est une façon de rendre hommage à toutes celles qui sont mères. C'est ça. Et à montrer effectivement le parcours qu'elles peuvent avoir. Alors, je vais lire, ou du moins, je vais te demander de lire le premier paragraphe, jusqu'à amour. Je serais bien que ce soit plutôt ta voix que la mienne. Ce que tu dis, effectivement, donc, par rapport à la mère. Elle était de celles qui sont faites pour ça. Elle l'avait su bien avant de porter la vie pour la première fois. Elle en était certaine, être maman était sa vocation, sa mission, et elle la mènerait à bien. Depuis toute jeune, elle s'était imaginée entourée de sa ribambelle d'enfants. Un foyer heureux et chaleureux, avec des éclats de voix et de rire, des moments très câlins et d'autres plus chafouins, des larmes de joie et de tristesse, de la vie tout simplement, et surtout, surtout beaucoup d'amour. Alors, le livre commence ainsi. Donc, tout de suite, tu nous plonges dans des mots comme amour, enfant, elle l'avait toujours voulu. Donc, est-ce que tu penses que beaucoup de femmes, ou est-ce que c'est le poids de la société, mais est-ce que tu penses que spontanément, beaucoup de femmes ont envie d'être mères? Ou est-ce que c'est une construction, un schéma? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on se libère de ce schéma-là. Il y a eu de ça. Il y a eu de ça. Pour être une femme,
faut être une maman, faut être une bonne épouse, voilà, il y a eu beaucoup de ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, que dans ma génération, on commence à se libérer de ça. Les femmes osent dire qu'elles n'en ont pas envie, tout simplement, sans en avoir honte, parce que c'était un peu, quand on te demandait, arrivé à un certain âge, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant, et que tu n'avais pas envie, mais tu n'osais pas le dire. Tu trouvais toutes sortes, c'est ça, tu trouvais toutes sortes d'excuses, mais tu ne le disais pas aussi librement. Et aujourd'hui, on arrive à le dire. Moi, je l'entends autour de moi. Aujourd'hui, des femmes arrivent aussi à dire, mais en fait, pourquoi vous me posez cette question-là? Enfin, ça regarde que moi. Exact. On se libère du poids du regard des autres et des convenances sociétales qui étaient rattachées au rôle de mère, effectivement. Mais moi, j'ai constaté aussi qu'il y a un contre-pied. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de femmes osent dire ben non, moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants ou pas maintenant ou peut-être jamais, celles qui par contre font le choix d'avoir par exemple de nombreux enfants, elles sont jugées sévèrement aussi. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, je trouve, dans cette société. Ne pas en vouloir, c'est un crime. Mais en vouloir beaucoup, c'est aussi un crime. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, pour moi, alors pour moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses dont j'entends parler quand même depuis longtemps. Que quel que soit ce que tu feras, tu seras jugé. C'est-à-dire que tu en veux pas, ça va pas. Tu en as fait qu'un, ça va pas parce que tu le fais enfant unique. Tu les fais trop rapprochés, c'est pas bon parce que tu n'as pas eu le temps de t'occuper du premier. Mais tu laisses trop d'espace, c'est pas bon non plus. Enfin, voilà, tu en veux beaucoup, ça ne va pas. Et c'est ça le chapitre de la mère, c'était ça son rêve, d'en avoir beaucoup, beaucoup. Au final, on apprendra que ça se passe autrement, mais en tout cas. Voilà, c'était son choix et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce chapitre-là, c'est que c'est ce qu'elle avait toujours voulu, elle, c'était son rêve à elle et on a le droit d'avoir envie d'avoir 5, 10, 15 enfants. Absolument. Tant qu'on est capable de les assumer et que tout le monde est heureux dans ce foyer-là et dans ces choix-là, mais ça c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire que qu'on n'en veuille pas, qu'on n'en veuille qu'un, qu'on en veuille 3 ou 10, c'est notre choix à nous. Alors moi, c'est justement ce que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que toutes ces femmes à qui tu donnes la parole, il y a une chose qui les caractérise, c'est qu'elles sont aux commandes de leur vie. Est-ce qu'à travers cet ouvrage-là, tu veux aussi montrer aux femmes que c'est possible d'être aux commandes de sa propre vie? Elles sont aux commandes ou alors elles reprennent les commandes à un moment, parce qu'elles ne le sont pas toujours dès le départ. Mais oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est montrer que on est acteur principal de sa vie et que on fait nos choix, on peut faire nos choix, nos propres choix pour nous et que malgré les dictats, malgré des fois des choses qui nous paraissent insurmontables, en fait, on est capable de surmonter tout ça. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Dans ton livre, tu abordes aussi la violence. Mais moi, ce qui m'a surprise, c'est que tu parles de la violence, mais de manière douce. Alors, il y a une technique en écriture qui s'appelle faire un résumé, c'est-à-dire que tu ne décris pas la violence de chaque coup reçu et tout, tu fais des phrases qui résument la violence vécue par certaines de ces femmes. Alors notamment à la page 23, je me suis demandé, mais pourquoi tu parles de la violence de manière aussi douce? Pourquoi avoir fait ce choix? Donc, il s'agit donc de la survivante. Pourquoi aborder la violence de cette manière-là? Je ne suis pas sûre que ça a été fait exprès, en vrai. Je pense que les mots qui me sont venus sont ceux-là, en tout cas. Et peut-être qu'inconsciemment, il y avait cette envie aussi de dire qu'effectivement, c'est terrible. Effectivement, c'est dramatique, la violence dans un foyer, etc. Mais peut-être pouvoir mettre ce voile-là pour que des gens... Parce que c'est dur à lire aussi pour certaines femmes. Tout le monde n'est pas prêt à lire, en tout cas, n'importe quoi dit de n'importe quelle façon. Et c'est vrai que j'avais envie que ce livre-là... Alors moi, quand j'ai écrit ces textes-là, puisque c'était pas un livre au départ, c'était moi pour m'apaiser, comme je disais, pour me retrouver. Et je pense que j'avais besoin d'envelopper ça un peu, comme ça, parce que ces choses dures-là, telles que la violence... Je les ai vécues avec ces femmes-là. Je les ai vues. D'accord. Et je pense que peut-être inconsciemment, j'avais besoin d'enrober ça un petit peu. Peut-être.
Donc, parce qu'effectivement, est-ce qu'on t'a déjà fait le reproche pour ce livre de ne t'être pas suffisamment étendue sur la violence que ces femmes-là vivaient? Est-ce que c'est un reproche qu'on a pu te faire? Alors, c'est plutôt l'inverse. On m'a souvent dit que j'ai réussi à faire lire des choses quasi insoutenables par la douceur de la façon dont j'ai décrit les choses. Donc ça a plutôt été le phénomène inverse. Le phénomène inverse, c'est ça. Alors la chose qu'on m'a peut-être reproché une fois, je ne l'ai pas pris comme un reproche, cela dit, mais bon, un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que peut-être j'aurais dû, ou la personne aurait aimé en tout cas, que j'explique un peu plus comment ces femmes-là sont sorties de ces situations-là, que peut-être plus de détails, on va dire. C'est ça. Pour montrer le cheminement, on va dire, comment elles passent de l'état où elles subissent une violence quand même. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, cette douceur-là, avec laquelle tu décris certaines choses, souligne à quel point ça devait être dur. Parce que, de mon point de vue, parfois quand on veut aller trop dans le détail, un œil ceci, etc., etc., je trouve ça monstrueux et la première chose, voilà, c'est heurtant et on dépose le livre. C'est ça. Alors que la manière dont tu dis les choses, je t'assure que la douceur de tes mots, ça m'a interpellée et je me suis dit, mais ça fait ressortir encore plus cette violence extrême dans laquelle de nombreuses femmes sont plongées. Alors, je voudrais t'inviter à lire, je crois que c'est le début de la page 23, pas là où j'ai surligné, juste dessus. Ce que j'ai surligné, c'est pour un peu plus tard. D'accord. Donc, alors, dis-moi, à partir de... Au début de la page. Le début de la page. Au début de la page. Jour après jour, il montrait un peu plus son vrai visage. Les murmures s'étaient transformés en éclats de voix et les mots doux avaient laissé place aux insultes. Les mensonges, l'infidélité, les humiliations ponctuaient désormais son quotidien. Plus d'une fois, ils en étaient venus aux mains, mais elle ne s'était pas laissée faire. Elle s'était juré qu'elle ne serait pas une femme battue. Elle avait essayé de lutter pour ne pas qu'il la terrasse, mais il était trop fort et elle était tellement fatiguée de tout ça. Plus rien ne se passait comme elle l'aurait souhaité. Son plan de vie et ses objectifs semblaient de lointains souvenirs. Il y avait bien longtemps qu'elle avait dévié du chemin tout tracé. Elle ne l'apercevait même plus. Quand on lit ce passage-là, j'ai le sentiment de reconnaître tellement de femmes. Alors certes, il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale. Pourquoi, à ton avis, et comment peut-on aider ces femmes-là à s'en sortir? Pourquoi? Parce que c'est tellement insidieux que souvent on ne s'en rend même pas compte ou on s'en rend compte longtemps après, quand on prend un peu de recul sur la situation, etc. Mais c'est vrai que la violence verbale, et je dirais même plus que ça, je dirais la violence psychologique, parce que des fois elle n'est même pas verbale. Absolument. C'est ça, la violence verbale, on est déjà encore dans un cran au-dessus. Mais des fois la violence psychologique, c'est-à-dire le mépris ou se faire rabaisser tout le temps, sans forcément employer des mots violents. Mais on est déjà dans une forme de violence qui est tellement sournoise que souvent la victime, puisqu'en vrai ça reste une victime, ne s'en rend pas compte, son entourage parfois non plus. Et peut-être qu'en lisant ces mots-là, ça peut dire, quand même c'est peut-être pas tout à fait normal ce que je vis, enfin, ouais, je supporte ça, mais quand même c'est important le bien-être aujourd'hui, psychologique, physique, psychologique, je crois que c'est fondamental. C'est fondamental, vraiment. Je te remercie Tania, on va te retrouver tout à l'heure après notre page de publicité. Donc je rappelle que nous sommes avec Tania qui nous parle donc de son premier recueil qui s'intitule « Les femmes de nos vies ». À tout à l'heure. Alors nous retrouvons Tania. Je rappelle que nous recevons donc Tania qui nous parle de son premier recueil qui s'intitule « Les femmes de nos vies ». Alors Tania, on parlait tout à l'heure donc de la violence et de la manière dont tu as pu exprimer avec douceur cette violence. Nous allons donc continuer notre entretien. Ces 9 femmes sont des personnes et non pas des personnages. On est bien d'accord? On est d'accord. Donc, dans quel but tu les as voulu réels? Parce que tu aurais pu effectivement, à partir de tout ce que tu as déjà vu et entendu, construire des personnages. Mais là, ce sont de véritables personnes. Pourquoi?
Parce que je pense que ça donne encore un peu plus de poids à ces histoires-là. Parce que, alors sachant quand même que ce sont des personnes, mais que ça reste mon regard sur Bien leur sûr. histoire. Parce qu'on n'a pas eu d'entretien quand j'ai réécrit, puisque c'était pas le but. Hein, tout à fait. À la base, c'était juste écrire comme ça. Donc, comme je disais, il y a des histoires qui se sont passées il y a 20 ans. Donc c'est moi le regard que je portais encore sur ces histoires-là, les souvenirs que j'en avais. Cela dit, quand je leur ai soumis, on était vraiment très 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 proche de la réalité. Même 20 ans plus tard, j'en avais gardé un souvenir assez frais. Et je trouvais que pas changer, donc je leur ai demandé leur permission. Elles étaient OK pour que je livre leurs histoires telles quelles. D'accord. Et je trouvais que ça donnait sens en fait, encore un peu plus à ces histoires-là, de savoir que ce sont des histoires vraies. Ce qui permet une identification Exactement, en fait. Exactement. Et justement, je sais que tu as déjà fait plusieurs séances de rencontres avec ton public. Est-ce que justement les femmes que tu as pu rencontrer se reconnaissent? Parce que moi, voilà le sentiment que j'ai eu. Il y a 9 femmes, 9 portraits, mais j'ai l'impression qu'on peut se reconnaître non seulement dans chacune d'elles, mais dans une seule vie. Parfois, on peut avoir vécu ces 9 histoires-là. Est-ce que tu confirmes cela? C'est vrai. Moi, je suis d'accord et c'est les retours que j'en ai. C'est-à-dire que, alors peut-être pas les 9 quand même, mais en tout cas dans plusieurs. Que ce soit au niveau du vécu ou peut-être dans les traits de caractère, on va plus avoir le vécu de l'une, mais plutôt le trait de caractère d'une autre. Voilà, on s'est sorti de cette histoire-là, mais d'une autre façon qui se rapproche plus d'une autre de ces 9 femmes-là. Et oui, j'ai beaucoup de retours. Alors, tu parlais des rencontres. J'ai eu, je pense à un moment vraiment très fort lors de ma dernière rencontre où à la fin, j'ai une femme qui est venue me voir qui m'a dit vraiment, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras parce que ça m'a fait tellement de bien de pouvoir lire ça, de voir mon histoire en fait, mais racontée autrement. Et merci pour ça. Enfin, ouais, j'ai des anecdotes comme ça vraiment fortes. C'est magnifique. Alors justement, à travers ces différents portraits, je trouve qu'il ressort quelque chose de particulier. C'est la manière dont les femmes sont perçues donc, par les autres, mais aussi comment elles se perçoivent elles-mêmes. Est-ce que tu pourrais dire que le regard extérieur est encore une prison pour les femmes, et je dirais même pour nous les femmes? Complètement. On est encore très attaché à faire les choses bien, à faire les choses de manière convenable. Et convenable, mais aux yeux de qui? Aux yeux de la société, aux yeux de l'éducation qu'on a eue. Encore une fois, je pense qu'on est en chemin quand même pour se libérer de ça et être de plus en plus qui on a envie d'être. Alors, est-ce que tu penses que les mouvements féministes ont contribué justement à ce que la femme ait un autre regard sur elle-même? Bien sûr, les mouvements féministes, mais aussi, sans peut-être aller jusqu'au féminisme, mais les regroupements de femmes. On voit de plus en plus des cercles de femmes qui se créent, des rencontres entre femmes, des temps où on apprend aussi à être juste une femme et non plus la maman d'eux ou la femme d'eux. Voilà, on est simplement nous. Et cette espèce de sororité qui se crée aujourd'hui nous aide dans ce travail-là, je pense. Alors, je vais rebondir là-dessus. On parle souvent de sororité aujourd'hui. Enfin, je veux dire que c'est un mot qui est devenu vraiment très à la mode, qui est beau, comme je te le disais. Je trouve que c'est un mot qui est beau, qui est rond. Enfin, j'aime beaucoup ce mot-là. Mais très souvent, on a tendance à l'opposer au féminisme. Alors, une fois, je parlais à une femme et je lui disais que j'avais choisi d'être féministe parce que je trouvais que les femmes avaient besoin d'être accompagnées, d'une part dans la reconnaissance de ce qu'elles sont en tant qu'êtres humains et dans la reconnaissance donc de leurs droits fondamentaux. Et elle m'a répondu, je ne peux pas être féministe parce que moi j'aime les hommes. Est-ce que tu trouves que le féminisme ou la sororité, ce sont donc je veux dire, des oppositions avec la masculinité? Alors on nous a ancré, encore une fois on est dans ce qu'on nous a inculqué. On nous a inculqué longtemps que les féministes c'était des espèces de demi-folles qui n'aimaient pas les hommes. Des viragos. C'est ça, mais c'est ça. C'est encore ça encore on est dans les croyances. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a montré, c'est ce que la société a voulu faire d'elles. Donc c'est aussi normal que beaucoup de femmes pensent ça. Moi je pense que féministe ou sororité, tous ces mots-là qui émergent,
C'est juste essayer de prendre sa place et voilà, mais c'est pas en opposition aux hommes. Ça fait peur parfois aux hommes parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner derrière, mais c'est pas contre eux. Il faut faire la différence entre contre quelque chose et pour quelque chose. C'est pas parce qu'on fait quelque chose pour nous en tant que femmes que forcément et fatalement ce sera contre les hommes. Pas du tout. Ce livre-là, je me souviens là de mon petit cousin qui m'a dit ah, je suis sûre que c'est pour montrer du doigt les hommes. J'ai dit mais pas du tout. Pourquoi? Parce que j'écris sur des femmes. Pourquoi? Parce que je veux mettre en lumière des femmes. Forcément, ça mettrait les hommes dans l'ombre. Pas du tout. Et il y a plusieurs chapitres où les hommes ont une jolie place. Justement, j'allais dire que contrairement à ce que l'on croit, il y a plusieurs donc, de ces femmes qui ont trouvé donc, des compagnons agréables, qui les ont aidés dans des moments justement très difficiles de leur vie, parce qu'ils étaient complètement dans l'amour et dans l'empathie. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça, heureusement. Donc il n'y a aucune raison que parce qu'aujourd'hui on a envie de peut-être s'émanciper un peu plus ou de penser un peu plus à nous ou de un peu plus prendre notre place, ça devrait forcément écraser l'homme avec un grand H qui est en face. Alors justement, est-ce que là, il n'y a pas le rôle important de l'éducation? Comment, selon toi, aider à déconstruire parce que par moment, on a les hommes qui peuvent nous tenir ce genre de discours sont des hommes intelligents, qui ont un niveau d'études supérieur, etc. Mais dès lors qu'ils voient 2 ou 3 femmes réunies, alors je crois qu'il y a une expression en Martinique qui dit complot à forme, enfin je ne me rappelle plus quelle était l'expression, mais que dès que 2 ou 3 femmes sont réunies, c'est pour comploter contre les hommes. Quel rôle peut jouer selon toi l'éducation? Alors déjà, il faut juste que les hommes apprennent que les femmes ont d'autres sujets de conversation que les hommes. On est d'accord. Donc c'est pas parce que des femmes sont ensemble qu'on parle des hommes ou que nous gammale pas les noms. Enfin non, on a d'autres choses à se dire. Et je pense que oui, l'éducation forcément, mais encore une fois parce que nous sommes ces femmes-là aujourd'hui, ma génération et celle qui vient. Je pense aussi qu'on commence ce travail-là très jeune auprès de nos petits garçons. Moi, je suis maman d'un petit garçon. Et ce travail-là, il se fait dès l'enfance. Et ces petits garçons-là deviendront les hommes de demain. Donc, une fois qu'on arrive à les éveiller à ces problématiques-là qui sont celles des femmes, ou ces problématiques de société de manière plus globale, ils grandiront avec ça aussi inscrit. Donc, mais quand tu vois aussi ce qui est projeté, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis maman d'un jeune homme et j'ai tenté de partager, de faire comprendre un certain nombre de choses. Apparemment, ça se passe bien. Mais il n'y a pas que nous, il y a toute la société, il y a les chansons, il y a les films. Quel impact nous et quel impact selon toi ce livre-là pourrait avoir pour aider à déconstruire? Parce que c'est vrai que je suis sûre que chacune de ces femmes dont tu parles dans cet ouvrage, avec les enfants qu'elles ont, font ce travail-là. Mais est-ce que l'école joue suffisamment ce rôle? Est-ce que le cinéma joue selon toi suffisamment ce rôle? Bon, ça ne vaudra que moi ma parole parce que je ne me prétends pas experte, mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Je pense que la représentation des femmes dans les médias, dans les classes politiques, au cinéma, dans les chansons, il y a quand même des paroles qui sont terribles. C'est ça. Mais encore une fois, j'ai quand même l'impression que les choses bougent. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Oui, vraiment. Alors, toujours dans cet ouvrage, tu abordes la problématique terrible de l'inceste et du silence qui en découle. Est-ce que c'est encore difficile d'en parler? Et j'aimerais bien qu'à la page 24, tu puisses nous lire donc le passage. Alors tout d'abord, je t'écoute. Je lis d'abord ou je réponds? Je lis d'abord, s'il te plaît. Ce n'était pas la première fois qu'elle survivait. Elle avait connu l'enfer, l'horreur, ce qu'aucune petite fille ne devrait jamais même imaginer dans ses pires cauchemars. Pendant des années, dans le silence de la nuit, cette silhouette lui avait volé son innocence. On lui avait fait mal dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Et elle s'était murée dans ce même silence, pensant que si elle n'en parlait pas, peut-être que ça n'existait pas vraiment. Que si elle y croyait assez fort, son bourreau disparaîtrait. Que tout cela n'aurait été qu'un mauvais rêve. Alors, voilà une problématique qui est particulièrement dure. Alors, est-ce que c'est encore difficile d'en parler? Je crois que c'est encore très tabou.
le viol de manière générale est tabou. Le viol de manière générale est tabou parce que, encore aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, j'écoutais aux informations, les victimes se retrouvent parfois face à des policiers ou face à des magistrats qui ne leur reconnaissent pas cette place de victime. Mais vous étiez où? Pourquoi vous étiez dehors à cette heure? Vous étiez habillé comment? Ça, c'est une des premières questions qui... Ça revient. Moi je ne sais pas personnellement, mais c'est des choses que j'entends encore aujourd'hui. Que l'une des premières questions qu'on pose à ces femmes-là, c'est vous étiez habillé comment? Malgré la formation qu'apparemment qu'ils suivent, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même une formation depuis plusieurs années, que tous les gendarmes et que tous Alors les c'est pour ça que je modère, je dis bien parfois, je ne dis pas que c'est la généralité, moi je n'ai pas fait d'études statistiques ni quoi que ce soit, mais c'est quand même quelque chose qui ressort encore aujourd'hui. On parle de viol d'adultes, alors l'inceste chez l'enfant, il y a... Au-delà de tout ça, il y a la honte, il y a la peur de détruire sa famille, il y a c'est beaucoup de poids sur un tout petit enfant, parce que les conséquences derrière, elles sont énormes. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui encore, les langues se délient, mais tard, très tardivement, bien après, des fois trop tard dans le sens où, pour la justice, des fois c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard de dire quand même ce qui s'est passé selon moi. Mais peut-être trop tard dans la forme judiciaire de la chose, mais les langues se délient quand même de plus en plus, encore tardivement, mais il faut bien comprendre que pour un enfant, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, et puis c'est son parent, c'est-à-dire qu'il y a cette dualité entre il me fait du mal, et puis je l'aime, c'est mon parent, tout à fait. Et puis je l'aime, parce qu'au fond, je crois que ces enfants-là, malgré tout, aiment leurs parents. Donc c'est très compliqué. Peut-être justement là le plus grand désespoir, c'est qu'on se demande comment quelqu'un que j'aime et qui est censé m'aimer peut me faire autant de mal. C'est ça. Et justement, cette personne dont tu parles, qui a vécu cela, est-ce qu'elle a dû se faire accompagner par une psychothérapie pour pouvoir s'en sortir, ou alors c'est la résilience, elle s'est mise debout toute seule avec le temps? Aujourd'hui encore, c'est difficile. Elle est dans un travail de cheminement qui n'est pas fini, qui est loin d'être fini. Mais en tout cas, elle a déjà beaucoup avancé. Oui, elle a été aidée. Elle a été surtout bien entourée aussi. On parlait tout à l'heure des hommes bienveillants. Elle a rencontré quelqu'un qui connaît son histoire, qui a accepté son histoire et qui l'aide dans son cheminement, exactement. Mais ce chemin-là n'est pas fini. C'est des blessures qui sont encore grandes ouvertes. Elle a encore, je sais qu'elle écoutera l'émission, mais elle a encore une chose qui lui tient à cœur de faire et qui lui fera, selon moi, faire encore un grand pas dans sa guérison. Quand elle pourra le faire, ce sera un grand pas. Donc là, tu parles effectivement de cette femme qui a la chance d'être accompagnée, d'être entourée d'amour, parce que ça aussi, ça permet la reconstruction, d'accord? Mais dans ce livre, on parle aussi beaucoup de solitude. Alors, la solitude et une forme d'impuissance sont présentes donc, dans ce recueil. Et comment expliques-tu que de nombreuses femmes doivent y faire face? Comment expliques-tu que parfois, alors que dans notre famille, les gens sont au courant des difficultés par lesquelles nous pouvons passer, comment expliquer que malgré tout, ces femmes se retrouvent seules à tout affronter? Parce que je pense qu'on en parle aussi de plus en plus, cette espèce de cadeau empoisonné qui est la femme potomitan aux Antilles. Oh, très bien. Qui est, bon, c'est difficile, mais il faut que je tienne. Il faut que je continue, il faut que je... C'est pas grave, je mets ça un peu sous silence. Sur le tapis, ouais. On cache ça un petit peu et puis ça va passer. Il faut que je sois forte pour mes enfants, il faut que je sois forte pour ma famille, il faut que je tienne le coup. Donc on sait ou on ne sait pas autour de moi, mais qu'importe, je garde la face. Donc effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Alors je veux dire dans nos sociétés, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais en fait, on est vraiment sur une société qui est basée sur les apparences. Il faut qu'on donne l'air d'aller bien, il faut qu'on donne l'air d'être heureuse. Est-ce qu'à travers ce livre-là, justement, tu ne cherches pas à interpeller les femmes pour que finalement, elles osent lâcher prise? Elles osent lâcher prise parce que qu'elles prennent peut-être conscience, certaines en tout cas, qu'elles ne sont pas seules, que justement on est plutôt nombreuses d'ailleurs, vu le nombre de retours que j'ai,
à vivre l'une ou l'autre de ces situations-là. Et la honte doit changer de camp. Tout à fait. La peur doit changer de camp. C'est-à-dire que ces femmes-là sont des victimes. Il faut qu'elles se reconnaissent en tant que telles pour pouvoir... voilà, c'est pas de ma faute, il se passe ça aujourd'hui, j'accepte, et j'accepte d'être pas bien pour pouvoir avancer. Alors justement, est-ce que tu peux lire, donc là c'est le passage que j'ai surligné à la page 23, parce que ça c'est quelque chose qui m'a fortement interpellée. Elle était seule et se sentait impuissante, perdue loin des siens. À bout de force, elle avait voulu en finir. Des médicaments, beaucoup de médicaments et de l'alcool. Ça paraissait si évident que ça marcherait forcément. Il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ne parviennent pas à s'en sortir et qui finalement passent de l'autre côté, comme on dit. Est-ce que dans ton entourage, tu as eu des femmes qui n'ont pas survécu à tout cela? Enfin, quand je dis ton entourage, est-ce que tu as entendu parler de femmes? Et comment l'environnement familial a pu réagir quand finalement la chose fatale a pu se faire? Personnellement, non. Dans mon entourage proche, en tout cas, non. Alors, comme je te disais au début, j'ai été infirmière à l'hôpital longtemps, en pédiatrie. J'ai eu des jeunes femmes, très jeunes, puisque j'étais en pédiatrie, donc moins de 16 ans, qui se sont suicidées. J'en ai 2 comme ça qui me viennent pour des histoires dramatiques comme ça. Alors, comme c'est pas des proches, on peut voir que ce que les gens nous laissent voir, mais la famille tombait souvent des nues. Ne pensait pas que ça allait aussi mal. Savait que ça allait pas, mais bon, ça va passer. Mais se rendait pas compte du mal-être aussi profond que ça. Est-ce que quelque part aussi dans ce livre, tu n'invites pas la famille à être plus attentive à certains signaux? Alors on parlait des rencontres tout à l'heure, j'ai une lectrice qui m'a dit j'ai conseillé ton livre à toute ma famille parce que ce qu'ils n'ont pas su entendre, ce qu'ils n'ont pas su voir, aujourd'hui ils le comprendront en lisant ton livre. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée mais chamboulée aussi, parce que je me suis dit, effectivement j'avais pensé pour les personnes, mais pas forcément aussi pour le sphère. Tout à fait. C'est ça. Et donc oui, probablement que en lisant ça, nous-mêmes on va se dire mais c'est bizarre, peut-être que autour de moi ça me fait penser à quelqu'un quand même. Est-ce que je vais pas être un peu plus vigilante quand même, ou voilà, laisser un espace de parole à cette personne-là, parce que c'est ça aussi, des fois les gens aimeraient parler mais ils ne trouvent pas cet espace de parole-là autour d'eux. Tout à fait. Parce que ce qui ressort de ton livre, mais aussi d'autres expériences que j'ai déjà vues ou lues, c'est comment dire quand les autres autour de moi ont le sentiment que tout va bien. Quand ils ont le sentiment que tout va bien, et puis on se dit souvent, je pense, ils ont déjà leurs problèmes, ils ont leur vie, laisse-moi ne pas les embêter aussi avec ça. On a ça aussi. C'est vrai. On a ce truc-là qui nous réfrène aussi dans cette envie des fois d'aller se confier en se disant, mon Dieu, mais les gens ont déjà leurs problèmes, si je leur rajoute ça encore, je vais être un poids. Parce qu'ils ne trouvent pas cet espace de parole-là, parce qu'on est tous pressés dans nos quotidiens, parce que, voilà, et des fois, c'est pas méchamment, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que de manière inconsciente, eh bien, on ne laisse plus cet espace-là. Alors tout à l'heure, tu as parlé donc d'un mot, d'une expression potomitan. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Notre société donc antillaise est construite autour donc de la matrifocalité, c'est-à-dire que la mère est au centre donc, du foyer. Donc souvent ce sont des foyers monoparentaux. Parfois on se retrouve aussi dans des familles où il y a plusieurs pères, mais c'est évidemment toujours la mère qui reste la figure centrale. Et pendant des années, le modèle du potomitan a été valorisé. Et d'ailleurs, on dit tout le temps, ouais, moi il faut nous kembe. Donc toujours ce truc de verticalité. Mais en fait, est-ce que cette verticalité à tout prix n'a pas aussi été une sorte de poison, de cadeau empoisonné qui empêche la circulation de la parole? C'est ce que je disais, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on a effectivement, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau parce que l'intention était bonne de faire de nous des femmes fortes, et c'est ce que nous sommes de toute façon. Mais l'être à tout prix,
Et à n'importe quel prix. Et à n'importe quel prix, parce qu'on se sent investi de cette mission-là, de tenir à bout de bras nos foyers. Parce que c'est ça, on entend combien de fois on entend à la fête des mères ou à la fête des pères, oui, tu étais ma maman, tu étais mon papa, tu étais tout. Exact. Mais oui, mais à un moment donné, on ne peut pas être tout, avoir tous les rôles. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant psychologiquement, c'est épuisant moralement. Voilà, là, on parle beaucoup maintenant de la charge mentale de la femme. Tout à fait. La charge et c'est ça. Oui. C'est ça, cette femme potomitan-là, elle a une charge mentale qui énorme. est énorme et elle estime qu'elle ne peut pas se plaindre puisque elle est potomitan. Donc c'est ça, là c'est peut-être ça qui freine. C'est ça. Qui la freine aussi dans le fait de devoir parler, parce que quand on vous a toujours dit que vous étiez forte et que vous pouviez tout affronter, comment pouvoir dire je vais mal, au secours, je suis à bout, c'est ça, c'est ça. Donc oui, forcément, mais là encore une fois, la parole se libère, les femmes, parce qu'on se rend compte qu'en fait on est toutes les mêmes. En tant que maman, pareil, des fois on se sent débordé par nos enfants, on se dit mon Dieu, je vais jamais y arriver. Et puis quand tu jettes un coup d'œil à côté ou quand tu prends 5 minutes pour discuter avec une autre maman, en fait c'est partout pareil. Et tu culpabilises moins d'être des fois à bout parce que tu te dis, ben, au final, j'ai pas un problème, c'est normal. Alors, justement, pour revenir sur cette notion de matrifocalité, les pères sont souvent absents, mais parfois aussi ils sont évincés. Parce qu'il y a aussi cela, on va pas se voiler la face. Donc, est-ce que, à travers donc ces portraits-là, est-ce que les gens t'ont fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes présents? Est-ce qu'ils ont été volontairement mis sous silence? Ou est-ce qu'effectivement c'est parce qu'ils n'ont pas joué de rôle important, hormis les 2 ou 3 fois où il est question de ces hommes absolument extraordinaires, mais ils sont pour la plupart du temps absents. C'est une absence volontaire? Alors encore une fois, l'histoire est ce qu'elle est. C'est-à-dire que j'ai pas inventé ces histoires-là où je me suis dit, bon ben dans celle-là je mettrai pas d'homme, ou je mettrai un homme méchant, ou je mettrai un homme gentil. Les histoires sont ce qu'elles sont. Je les ai juste posées, donc je peux pas inventer. Maintenant autour de moi, j'ai des hommes, des couples et des hommes qui font le taf, comme on dit. Mais tu disais un truc important quand même, Laure, qui est que parfois aussi, on revient à cette femme potomitan, on a tendance, les femmes, à ne pas laisser la place aux hommes qui voudraient bien la prendre. Prendre leur place, tout à fait. Ça, c'est quelque chose, c'est une réalité aussi. Mais, encore une fois, on s'en rend compte de plus en plus. Et je crois que les choses tendent à, pas encore s'équilibrer, mais le chemin est devant nous et on y est. Alors, est-ce que justement tu pourrais nous lire à la page 45 je crois que c'est au début là encore. Oui. Oui, on est en plein. Elle avait été élevée par des matriarches. De génération en génération, les femmes avaient des filles et les élevaient seules. Les mères, grand-mères, cousines et tantes formaient un clan soudé où les hommes n'avaient jamais su trouver leur place. Voilà, n'avaient jamais su trouver leur place, mais peut-être aussi on ne les avait pas aidés peut-être. Et volontairement, j'ai choisi ce mot. N'avait pas su trouver, parce que c'est pas forcément qu'ils ne voulaient pas prendre cette place, mais parfois on ne leur a pas laissé. On est d'accord. C'est volontairement que cette formule a été choisie. Oui, parce que justement, je voulais te demander, moi j'ai trouvé très, très intelligente et très fine comme formulation, su. D'accord? C'est pas n'avait pas voulu, n'avait pas su. C'est ça. Alors, on va passer à une autre question. J'aimerais que l'on parle de l'amoureuse. Tu parles donc de douceur, de sensibilité, voire d'hypersensibilité, de façon valorisante. Mais n'a-t-on pas tendance à qualifier ces personnes de faibles, de sans personnalité? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, à la page 79, donc l'amoureuse. Alors... On la disait sensible, parfois trop sensible et même hypersensible. Elle avait été si souvent incomprise, raillée et poussée dans ses retranchements. N'était-elle pas capable de pleurer devant un film ou en écoutant de la musique? Même une simple odeur pouvait lui mettre les larmes aux yeux si cela lui rappelait un souvenir. Chacun de ses sens était décuplé et en connexion directe avec ses sentiments.
Alors moi, j'ai trouvé admirable que tu puisses utiliser des mots aussi valorisants pour parler donc de l'amoureuse et de toutes ces qualités qui aujourd'hui sont malheureusement, la gentillesse aujourd'hui est considérée comme une faiblesse, la sensibilité comme de la sensiblerie. Pourquoi justement toi tu choisis de valoriser à travers ces termes-là? Parce que je crois profondément que ce sont des qualités, tout simplement. Parce que je crois que le monde a besoin de gens gentils et qu'effectivement, les gens hypersensibles ou empathes ou toute cette catégorie de personnes un peu très sensibles à leur environnement a été longtemps raillée, dénigrée. Et aujourd'hui, encore une fois, on pose des mots sur ces, donc par exemple le mot empathe, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Exact. Parce que on comprend un peu mieux ces gens-là. Ils étaient vraiment incompris, je pense. Et parce que les autres ne, parce que des fois, ce qu'on n'est pas capable d'expérimenter soi-même, on n'est pas capable de le comprendre. Et c'est ça la force de l'empathe, c'est que lui n'a pas besoin d'expérimenter pour comprendre l'autre. Et moi, je trouve que c'est une force et que une fois qu'on a réussi à comprendre ça, en tant qu'hypersensible ou on peut en faire une force énorme. Alors moi j'ai trouvé admirable que tu commences par le portrait de la mère pour finir par l'amoureuse. J'ai trouvé que ça faisait comme une boucle parce qu'effectivement on peut être tout ça à la fois et ça fait toujours, et ça ne fait pas de nous des personnes faibles, ça fait au contraire de nous des personnes fortes qui s'acceptent. Parce qu'à travers ce recueil, moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est que tu montres que toutes ces femmes acceptent qui elles sont. Est-ce que c'est bien cela? C'est ça, elles finissent par accepter. Il y en a qui sont encore en cours d'acceptation, mais en tout cas, elles font preuve de résilience face à leur vie, face à qui elles sont. Et effectivement, elles se servent de ce qu'au départ, on pourrait considérer comme des faiblesses pour en faire des forces et avancer. Tania, je te remercie. On va te retrouver tout à l'heure pour la conclusion. Comme d'habitude, j'avais encore de nombreuses questions. Mais nous passons donc à notre deuxième page publicitaire et nous nous retrouverons pour la série de rubriques que vous commencez maintenant à connaître. À tout à l'heure. Passons maintenant aux rubriques que vous commencez à connaître. Tout d'abord, quelques lectures à vous conseiller. Aux éditions Negmaron, tout d'abord, Boîte aux lettres en Guadeloupe de Gilbert Gracian. C'est un recueil poétique et aussi un album photo. Aux éditions Une voix, une histoire, Jalalabad, Les jours d'après, de l'auteur Georges Cox, lu par Ingrid Danel. Dans ce roman, Georges Cox nous amène en Syrie dans une prise d'otage. Je rappelle que les éditions Une voix, une histoire mettent en voix notre littérature. Aux éditions Caraïbes Éditions maintenant, Choukamo Créole Guadeloupe, Zouti 1 de Hector Poulet, Héritage, étymologie de 1000 mots créoles du quotidien. Aux éditions Nestor maintenant, Valère-Édouard Lamy, Un destin hors du commun de Marilyn Lamy. Ce livre, enrichi de souvenirs familiaux, d'anecdotes et de repères historiques, rend hommage à un homme déterminé au destin hors du commun qui a définitivement rayé de son dictionnaire le mot impossible. On va dire que c'est le père du basketball en Guadeloupe. Nous passons maintenant à une nouvelle rubrique qui s'intitule « Plaisir de lire ». À travers cette rubrique, des auteurs, autrices, connus ou pas encore connus, vous liront un de leurs textes. Soyez attentifs à la puissance et à la beauté de leurs mots. Vous pourrez laisser vos commentaires à l'adresse suivante qui s'affiche, émissionpréface@gmail.com. Happé par le quotidien, coincé dans mon orgueil, enfermé dans mes expériences, conditionné par les vecteurs d'information, mon silence m'interpelle, mon indifférence me tracasse, mes mots sont vides de sens, mon imagination est flétrie,
Quel sens donner à mon existence? Quelle vision vais-je bien pouvoir proposer? Quelles inspirations vais-je transmettre? Quel amour vais-je donner? Je ne veux plus réfléchir devant ce vacarme insoutenable. Mes yeux veulent se tenir fermés à tout jamais. Mes mains refusent d'effleurer le monde. Ma langue est ligaturée. Et pourtant, je suis là. Je respire. Et pourtant, je suis là devant les merveilles du monde. Et parfois, j'aperçois un soupçon d'amour, une autre fois, une délicate attention. Mon cœur saigne mais continue à battre pour l'espoir. Mes mains tremblent, mais pugnaces, elles restent. Ma vision est trouble, mais j'avance encore. Ma langue est sèche, mais goûte avec émotion. Je suis né pour mourir, je suis né pour guérir, je suis né pour aimer, oui, je suis né pour aimer. Mon destin est le mien, mon appel est le nôtre, mon avenir est incertain, mon espoir, c'est moi. Nous passons maintenant à notre troisième rubrique, la minute du lecteur et de la lectrice. Un petit rappel, vous avez aimé un livre de la littérature antillaise et ou caribéenne et vous voulez faire part de votre avis. Vous êtes au bon endroit. Filmez-vous ou enregistrez-vous et envoyez cela à l'adresse mail émissionpréface@gmail.com. Je présente cet essai de Cécile Madassamy, une jeune agricultrice, et de Didier Détouche, l'universitaire. À l'heure où effectivement la Guadeloupe traverse une crise comme un peu partout dans le monde, j'ai souhaité effectivement vous présenter cet essai afin que nous ayons tous ensemble une prise de conscience sur l'avenir du pays Guadeloupe et de son agriculture. Aujourd'hui, je pense qu'il est très important de valoriser nos agriculteurs, de les mettre en avant. Et c'est ce que font ces deux personnes, Cécile Madassamy et Didier Détouche, dans cet essai, où on nous parle effectivement des difficultés que rencontrent les agriculteurs guadeloupéens. Et en fait, il est important aujourd'hui pour nous de bien manger. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de valoriser nos agriculteurs, parce que sans eux, nous ne pourrons pas bien manger. Alors que nous savons qu'effectivement, il est important pour la société guadeloupéenne d'avoir effectivement dans nos assiettes des aliments de qualité. Alors j'ai souhaité effectivement partager avec vous cet essai que je trouve qui est très bien fait, très facile à lire. Alors n'hésitez pas, surtout découvrez-le, faites-le découvrir à nos jeunes enfants aussi qui peuvent comprendre l'enjeu de ce qui est en train de se tramer actuellement. Et donc il est important que dans nos assiettes nous ayons des produits de qualité. Alors effectivement nous devons soutenir, nous devons encourager nos agriculteurs. Alors lisez cet essai, je vous dis, très simple à lire, franchement tout le monde y a accès. Voilà, j'ai souhaité partager ça avec vous. Bonne lecture. Nous passons maintenant à notre quatrième rubrique, Conseil en écriture by Corinne Dossa. Votre coach en écriture continue ses recommandations dans cette deuxième saison. Alors je vous demande de rester toujours aussi attentif et n'hésitez pas à la contacter pour avoir des conseils supplémentaires. Bonjour à tous, poursuivons nos capsules d'écriture et aujourd'hui c'est la capsule numéro 13. Merci à vous qui venez sur les réseaux sociaux me dire un petit mot, me dire un petit merci, me demander des conseils supplémentaires et d'ailleurs généralement je vous envoie sur mon blog de mots-à-mots.fr, motsamots.fr où vous aurez encore plus de conseils d'écriture. L'épisode d'aujourd'hui, j'ai pris un plaisir particulier à l'écrire. Non pas que ce ne fut pas le cas pour les précédents. De toute façon, je suis dans une activité que j'aime, je le fais avec plaisir et avec bonheur. Mais l'épisode d'aujourd'hui, pour moi, était spécial parce que très important.
Moi-même, je me considère comme une romancière d'émotion et donc je me retrouvais totalement dans ce que je vais vous livrer aujourd'hui. Cet épisode s'appelle « Se livrer totalement » et vous comprendrez pourquoi. Jusqu'ici, nous avons évoqué des notions comme les personnages, le conflit, l'enjeu, l'originalité, la simplicité. Et tout ceci, comprenez-moi bien, est important pour écrire un bon roman, puisqu'il permet de cerner les points d'amélioration d'un texte, que celui-ci soit déjà écrit ou pas d'ailleurs. Lorsque vous enverrez, par exemple, tout simplement votre manuscrit à un éditeur, tous ces points que je viens de citer lui permettront immédiatement de voir avec vous les points à améliorer et ceux qui sont meilleurs. C'est très pratique, lorsqu'on discute aussi avec un auteur, de s'appuyer sur ces points-là pour lui révéler ce qui est excellent et ce qui l'est un peu moins. Mais pour écrire de bons textes, il faut plus que ça. Si ces différents points sont la chair de vos romans, il vous faut aussi le cœur. C'est ce cœur qui va pulser, qui va pomper dans votre âme à vous pour rendre une émotion particulière à votre lecteur. L'émotion, on y revient toujours. Parfois, de très bons textes, en réalité, ne parviennent pas à vous toucher. Et quand on regarde de près où est-ce que l'auteur a fait fausse route, tout de suite, rapidement, on réalise que c'est parce qu'il s'est limité au niveau de son émotion à lui. Il ne s'est pas totalement impliqué. Il ne s'est pas entièrement donné à vous. C'est peut-être dû à une éducation peut-être un peu rigide, peut-être dû à de la pudeur, c'est peut-être dû à des interdits moraux, peu importe, que sais-je. Les raisons sont multiples. Mais si la raison est noble, le résultat n'en est pas moins désolant, plat, manquant d'émotion. Un roman se doit d'être plus qu'un joli texte. Ça doit être un cri du cœur. Et si le style des bons auteurs s'affine au fil des pages, au rythme des livres successifs, c'est parce qu'ils ont non seulement plus de vécu et d'expérience, mais surtout, souvent, parce qu'ils ont accepté de faire un travail sur eux-mêmes, pour découvrir d'abord qui ils sont, pour mieux exprimer ce qu'ils ressentent. C'est à ce prix qu'ils gagnent en intensité au fur et à mesure qu'ils écrivent. Et comme ce sujet est primordial, nous y passerons 2 ou peut-être même 3 épisodes. Alors, je vous dis à suivre. L'épisode suivant, nous parlerons encore de ça, de cette façon, de cette importance, lorsque vous écrivez un roman, en tout cas, de vous donner totalement, entièrement à votre lecteur. À la semaine prochaine. Et enfin, notre dernière rubrique, mais pas la moindre, une page se tourne, silence ça tourne. Nous retrouvons Alix pour un nouveau roman adapté au cinéma, rubrique toujours aussi passionnante. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une adaptation devenue une série de films extrêmement connue, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer est d'abord un roman écrit en 1971 par Peter Benchley, petit-fils de Robert Benchley, humoriste, acteur et journaliste, et le fils de Nathanael Benchley, écrivain de livres pour enfants. Peter baigne donc dans le milieu littéraire depuis son enfance. 2 ans après un diplôme d'anglais obtenu à l'université d'Harvard, il se lance en 1963 dans le journalisme avec des articles rédigés pour The Washington Post, puis pour l'hebdomadaire Newsweek. En 1964, Peter Benchley lit un article du New York Daily News relatant la capture par un pêcheur d'un requin de 2 tonnes au large de Long Island. Il en tirera l'idée d'écrire un roman sur les requins qui deviendra, 10 ans plus tard, Jaws. Beaucoup d'éléments servant à l'écriture du livre seront inspirés par une série d'attaques de requins survenues dans le New Jersey en 1916. Mais c'est de l'extérieur que viendra le déclic pour commencer l'écriture du livre.
Ce déclencheur est un agent de la maison d'édition Doubleday, Thomas Congdon. Début 70, après avoir lu quelques articles que Benchley a rédigés pour différents magazines, il l'invite à manger dans un restaurant français de New York afin de déterminer si le journaliste n'aurait pas quelques idées intéressantes pouvant donner matière à l'écriture d'un livre. Benchley lui parle alors de son histoire de requin. Congdon est accroché et lui offre 1 000 $ en échange des 100 premières pages. À la lecture du premier jet que Benchley lui rend, Congdon n'est pas satisfait. Le ton du récit est trop humoristique à son goût. Considérant que cela colle mal avec l'ambiance d'un thriller, il lui demande donc de réécrire 95% de son essai. Dans Les Dents de la Mer, un grand requin blanc terrorise une petite ville de l'État de New York avant d'être pourchassé par 3 hommes que tout oppose, Quint, un pêcheur bourru, Brody, le chef de la police locale, et Hopper, un jeune océanographe. Une grande partie de l'histoire se déroule sur Terre, dans la ville fictive d'Amity, où Brody est à la fois préoccupé par l'adultère de sa femme Hélène avec Hopper et la menace que représente le requin pour le commerce et la municipalité. À la sortie du livre, et dans l'ensemble, les critiques ne sont pas bonnes. Dans The Village Voice, Donald Newlove dit du roman qu'il est ennuyeux, sans intérêt, mou. Le manque d'épaisseur des personnages est décrié par John Sperling dans The Newspaper Man et la pauvreté de l'intrigue est pointée par John Snook dans The Time. Cependant, un élément ne laisse pas les critiques indifférents, le requin. The Miami Herald reporte ainsi les propos de Jacques-Yves Cousteau, qui affirme qu'aussi bien écrit et documenté soit-il, c'est un mauvais livre. Les requins n'agissent pas comme cela est décrit dans le roman. Au contraire, Patricia Meyer-Sparks estime dans The Hudson Review que le requin est indubitablement le plus intéressant personnage du livre. Parfois peu flatteuses, ces critiques n'eurent cependant qu'un faible impact sur les ventes du roman, ventes qui s'envolèrent dès sa publication. Le livre restera 44 semaines en tête des ventes aux États-Unis. En un an, après de nombreuses traductions dans d'autres langues, plus de 9 millions d'exemplaires seront vendus, principalement dans les mois qui suivirent sa sortie, le succès du film lui donnant un second souffle. Sans attendre ce succès en librairie, le producteur de film Danny Brown décide très tôt de racheter les droits du livre, alerté par un article de Cosmopolitan sur le roman qui se concluait par ces mots. Ce n'est pas de la grande littérature, mais on pourrait en tirer un bon film. Brown et Richard D. Zanuck, le second producteur du film Les Dents de la Mer, offrent 175 000 $ à Peter Benchley pour les droits d'exploitation de son roman au cinéma, plus de 25 000 $ pour qu'il écrive lui-même le scénario du film. Plus tard, il se verra adjoindre l'aide de Carl Gottlieb. 5 versions successives du scénario seront écrites avec l'aide de Steven Spielberg, futur réalisateur du film. Au-delà de ces modifications factuelles du récit, le plus important changement ayant eu lieu pour l'adaptation reste le changement de ton. Fini l'humour, et là où Benchley appuie sur les descriptions, les effets, les pensées des personnages, Spielberg ne fait que suggérer, laissant au spectateur une grande part d'imagination. L'atmosphère mystérieuse et le sentiment de menace diffus fait que le film est paradoxalement plus psychologique que le livre. Le scénario avance peu et le temps presse. La Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs professionnels, menace d'appeler à la grève à partir du 28 juin 1974 et aucun studio ne s'engagerait dans un projet dont le tournage se prolongerait au-delà de cette date. Alors très vite, le lieu de tournage est trouvé. Ce sera Martha's Vineyard qui se trouve être adéquate du fait des faibles marées et des hauts fonds à proximité des plages, permettant ainsi de filmer toute la journée. De son côté, Steven Spielberg contacte l'équipe technique de Sugarland Express, espérant bien la réemployer au maximum sur son nouveau projet. Il arrive à convaincre le décorateur Joe Alves, futur réalisateur des Dents de la Mer 3, le directeur de position Gil Billmore et la régisseuse de distribution Shari Rhodes, ainsi que Bill Butler avec qui il avait travaillé sur les téléfilms Something Evil en 1972 et Savages en 1973. La mise en scène fut éprouvante pour le réalisateur, les acteurs, les producteurs et l'équipe technique. Le tournage des vues extérieures, débuté le 2 mai 1974, devait finir au plus tard le 25 juin. Or, il n'en fut rien.
il se prolongea jusqu'au 15 septembre 1974 et dans le même temps, le budget qui était initialement fixé à 2,5 millions de dollars explosa à 12 millions de dollars. Le premier problème vient du coût de production qui ne cesse de grimper. D'ailleurs, du fait des syndicats, car les sections syndicales de New York et de Boston de l'International Alliance of Theatrical Stage Employees décident de maintenir des équipes trop nombreuses, au moins 100 personnes présentes simultanément sur le plateau, quand la moitié aurait suffi, et licencient des techniciens non syndiqués pour les remplacer par du personnel syndiqué. Le syndicat des camionneurs s'en mêle aussi, menaçant de faire arrêter la production si les employés ne prennent pas tous le bus pour se rendre sur les lieux de tournage. À cela s'ajoutent les coûts induits par la pellicule développée en Californie, le prix des chambres d'hôtel sur l'île qui grimpe de 15 à 45 $, les combinaisons de plongée qui reviennent à 60 $ de plus que si elles venaient de Los Angeles, une caution de 100 000 $ exigée par les autorités de Martha's Vineyard pour la préservation du site. Mais le deuxième problème est pire encore. Les 3 faux requins animatroniques en polyéthylène conçus par Robert Matty sont fragiles et fonctionnent mal. Les journalistes informés viennent espionner le tournage et ébruitent les difficultés rencontrées par la production. À l'origine, le requin devait être omniprésent dans chacune de ses attaques. Mais en raison des divers dysfonctionnements des faux squales, les plans étaient ratés. De ce fait, Bill Butler a proposé à Steven Spielberg de tous les retirer et de ne suggérer que la menace, jugeant que cela rend les séquences plus effrayantes. Les Dents de la Mer sort sur les écrans américains le vendredi 20 juin 1975 sur un circuit limité de 409 écrans qui montera à 664 écrans le vendredi 11 juillet, puis 675 la semaine suivante. Le film récolte 7 millions de $ dès son premier week-end d'exploitation aux États-Unis. À cette vitesse, les 12 millions de $ de budget sont remboursés en quelques jours. Un mois seulement après sa sortie, le film a déjà rapporté une 60aine de millions de $. Au cours du mois d'août, Les Dents de la Mer est le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser le cap symbolique des 100 millions de $ de recettes aux États-Unis. Début septembre, il approche les 125 millions de $ aux États-Unis. Il finira sa carrière avec 260 millions de $ sur le marché américain et 210 millions dans le reste du monde. Actuellement, il figure à la 56e place du box-office historique mondial. Pour Universal Studios qui a produit le film, il s'agit du 5e film lui ayant rapporté le plus de recettes aux États-Unis, voire 2e derrière E.T. l'extraterrestre du même Spielberg, même si on tient compte de l'inflation. Dans une large mesure, le film reçut des critiques favorables. Dans sa revue originale parue dans le Chicago Sun-Times, le célèbre critique de film américain Roger Ebert a dit du film qu'il était un film d'action particulièrement efficace, un thriller effrayant qui fonctionne d'autant mieux que les personnages sont humanisés. Début novembre 1976, dans The New Yorker, Pauline Kael écrit qu'il s'agissait du film d'horreur le plus joyeusement pervers jamais réalisé. Dans le Los Angeles Times, le critique de film Charles Chaplin conteste le classement du film dans la catégorie PG pour Parental Guidance Suggested, accompagnement parental recommandé, au motif que non seulement le film est trop effrayant pour de jeunes enfants, mais il est même susceptible de retourner l'estomac de personnes de tout âge. D'une manière générale, la critique la plus répandue concernait le côté artificiel du faux requin, bien que n'apparaissant que de façon furtive vers la fin du film. Lors de la 48e cérémonie des Oscars, Les Dents de la Mer s'est vu attribuer 3 Oscars. Meilleur montage, meilleure musique de film, meilleur son. Le film fut également sélectionné dans la catégorie meilleur film, bien que Steven Spielberg ne soit pas corrélativement proposé dans la catégorie meilleur réalisateur. Mais cette catégorie sera finalement remportée par Vol au-dessus d'un nid de coucou, le grand gagnant de cette cérémonie avec 5 Oscars pour 9 nominations. Concernant la musique originale du film, composée par John Williams, en plus de l'Oscar obtenu, elle a également été récompensée par un Golden Globe Awards, un Grammy Awards et un British Academy Film Awards de la meilleure musique de film. Ma chronique se termine, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Donc maintenant, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission, mais je me tourne de nouveau vers Tania.
Alors Tania, comme je te disais tout à l'heure, j'avais encore de nombreuses questions à te poser. Je suis une incorrigible bavarde. Alors, tu as donné à chacun de ces portraits des termes valorisants, élogieux. Pourquoi as-tu choisi effectivement de ne donner que des titres valorisants à toutes ces femmes, à tous ces portraits? Parce que c'est ce qu'elles sont. Je crois que, encore une fois, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que ce sont les traits de caractère qui ressortent le plus de chacune d'entre elles. Et je ne pouvais pas mettre autre chose, tout simplement. Alors, tu notes aussi l'impact des pensées limitantes que certaines d'entre nous peuvent avoir. Est-ce que tu peux nous lire à la page 67 oui, au début. Elle était comme ces diamants profondément enfouis que l'on doit déterrer des entrailles de la terre à coups de pioche. Elle était précieuse, mais n'avait nullement conscience de sa valeur, ensevelie sous toutes les pensées limitantes dont elle avait été imprégnée depuis son plus jeune âge. Est-ce que tu penses, quelles recommandations plutôt donnerais-tu à ces femmes qui sont enfermées dans ces pensées limitantes? C'est difficile d'en sortir parce que, comme je disais, encore une fois, les mots sont choisis volontairement. On est vraiment imprégné, c'est-à-dire que ça fait même partie de nous. On y croit depuis tellement longtemps que maintenant c'est du travail personnel. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations, que ce soit par Internet, en lisant. Il y a beaucoup de livres aussi maintenant qui traitent de tout ça, qui abordent ces sujets-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important de faire ce travail-là, d'essayer de se connaître, voilà, de connaître qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, et de déconstruire effectivement ces croyances limitantes. Mais c'est vrai qu'on ne peut déconstruire que quand on a appris à se connaître. C'est ça. Parce que si effectivement on ne comprend pas le cheminement qui nous amène aux pensées limitantes, on va toujours continuer à rester dans se répéter, etc. Ton livre est un appel et un encouragement à la sororité. Alors tout à l'heure, on a vu effectivement que certains hommes avaient des incompréhensions face à cette sororité, mais alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire non seulement à ces hommes, mais aussi à ces femmes qui n'ont pas encore lu ton ouvrage? Que je pense qu'effectivement, on est susceptibles tous de se reconnaître. Et je dis bien tous parce que, au-delà des portraits, on a parlé tout à l'heure un peu brièvement de la dernière partie, qui est un peu plus une introspection, qui invite à l'introspection en tout cas. Et je pense en tout cas que ce livre peut éveiller une petite étincelle en soi et peut-être mettre le doigt sur des choses dont on n'avait pas conscience, effectivement. Donc un grand appel à la sororité surtout. C'est ça. Et puis à l'humanité de manière plus générale, c'est ça. Alors, où peut-on trouver ton livre, Tania, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, le livre est vendu en librairie, donc il est chez Cultura en Martinique, en Guadeloupe. D'accord. À la FNAC, en Martinique également. Ici en Guadeloupe, il est à la librairie générale, au Café Papier. D'accord. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, il est à Point-Lire, au Moule. Et je crois que j'ai fait le tour. Après, il est en ligne également. Vous pouvez le commander sur Internet et le faire livrer chez vous. Très bien. Eh bien, Tania, nous te disons merci. Merci à toi. Je suis très heureuse de t'avoir reçue. Comme je te disais, ton livre m'a beaucoup interpellée. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous invite véritablement à vous procurer cet ouvrage. Est-ce que tu peux rappeler encore son titre, Tania? Les femmes de nos vies. Les femmes de nos vies. Je vous dis à très bientôt. Cette émission s'achève et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.